Je m'appelle James Cartwright, et si vous lisez ce récit, sachez que je suis revenu d'un endroit où peu d'hommes reviennent, transformé à jamais. Je suis guide de haute montagne depuis 15 ans, spécialisé dans les expéditions extrêmes, et j'ai gravi l'Everest plus de fois que je ne pourrais le compter. Pourtant, rien dans mes années d'expérience n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vécu lors de cette ascension fatidique. Ce voyage n'avait rien d'ordinaire. Une tempête monstrueuse, que personne n'avait prévue, a enveloppé notre groupe au sommet. Nous étions piégés dans un paysage figé par la glace et le vent, coupés du monde, sans espoir de communication. Chaque pas vers la descente était un combat contre une mort certaine. Aujourd'hui, alors que je pose ces mots, les images de cette montagne dévorée par la nuit me hantent encore. Voici mon histoire. La météo avait annoncé une fenêtre de beau temps pour atteindre le sommet, une rare bénédiction sur l'Everest. Pourtant, à peine avions-nous atteint les derniers mètres que tout a basculé. Le ciel, d'un bleu limpide au matin, s'est chargé d'une masse nuageuse sombre. En moins d'une heure, les vents se sont levés, hurlant comme des banshees. La neige tourbillonnait autour de nous, effaçant tout repère. Les tentes du dernier campement, que nous avions laissées en dessous, ont été arrachées comme des feuilles de papier. J'ai saisi ma radio, tentant désespérément de contacter le camp de base. Mais les ondes étaient saturées de grésillements. Les antennes avaient sans doute été endommagées par le vent. Chaque membre de l'équipe était maintenant isolé, prisonnier d'une bulle de bruit et de glace. L'idée même de communiquer avec le monde extérieur s'évaporait. Dans le chaos, je l'ai vu arriver. Un des grimpeurs, Mark, a perdu pied sur une plaque de glace. Son cri, étouffé par le rugissement du vent, me parvint juste avant qu'il ne disparaisse dans une crevasse béante. Je n'oublierai jamais cette scène. Un homme, vivant une seconde, engloutit la suivante. Nous étions désormais réduits à 8. La tempête cachait tout, pas de vue sur le chemin, pas de balises visibles. Même les cordes fixes, notre seul salut dans cette descente, avaient été ensevelis sous des tonnes de neige fraîche. Le sommet, si proche, était devenu une prison glacée. Chaque seconde passée à cette altitude diminuait nos chances de survie. L'un des grimpeurs, une femme nommée Elena, a commencé à montrer des signes inquiétants. Ses gestes devenaient lents, mécaniques, et elle marmonnait des choses incohérentes. Ses doigts étaient bleuâtres, ses lèvres craquelaient. La morsure du froid s'enfonçait dans sa chair. Nous savions qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Malgré la tempête, rester immobile signifiait mourir. J'ai rassemblé le groupe autour d'un plan d'urgence, descendre à tout prix. Nous devrions improviser un chemin, même si cela impliquait de traverser des zones instables. Nos chances semblaient minces, mais il n'y avait pas d'alternative. Nous avons avancé à tâtons, crampons grinquant sur la glace. Chaque pas pouvait révéler une crevasse cachée. Nous nous déplacions lentement, comme des spectres perdus dans une tempête. La neige s'infiltrait dans nos vêtements, gelant chaque centimètre de peau exposée. Devant nous, un pont de glace naturelle, une arche fragile sculptée par les éléments. Lorsque le premier grimpeur l'a traversée, elle s'est effondrée sous son poids. Heureusement, il avait encore une corde attachée à son harnais, et nous avons pu le hisser. Mais cette perte de chemin nous força à dévier encore plus loin du parcours prévu. Mon corps hurlait de douleur. Chaque muscle était tendu, chaque pas demandait une concentration absolue. À un moment, j'ai senti que mes jambes allaient céder. Un jeune grimpeur, Max, a pris les devants. Sa nervosité était palpable, mais nous n'avions pas d'autre choix que de lui faire confiance. Lorsque la nuit est tombée, nous avons creusé un abri de fortune dans la neige. Le vent continuait de souffler, sifflant à travers les fissures. Personne ne dormit. J'entendais les gémissements des autres à travers la tempête. Nous étions dans un cauchemar éveillé. Au matin, le choc fut terrible. 3 membres avaient quitté le groupe pendant la nuit, emportant avec eux des vivres et de l'équipement. Ils pensaient probablement pouvoir trouver une issue par eux-mêmes. Ils n'avaient laissé aucune trace. J'ai essayé de retrouver les balises marquant le chemin, mais tout était englouti sous des tonnes de neige. Nous étions désormais complètement livrés à nous-mêmes, avec pour seul repère nos instincts et notre mémoire fragile. Alors que nous descendions une pente escarpée, un grondement sourd a retenti. Une avalanche, immense et implacable, a balayé notre passage, emportant 2 autres grimpeurs. La montagne semblait s'acharner à nous effacer. Un de mes propres masques a cessé de fonctionner. Je sentais la privation d'oxygène s'installer, la confusion monter. J'étais terrifié à l'idée de sombrer dans le mal des montagnes, mais je savais que céder à la panique serait fatal. À mesure que nous progressions, le froid gagnait en intensité. Mes mains étaient des blocs de glace malgré mes gants. Je sentais mes doigts s'engourdir, comme s'ils n'étaient plus qu'un souvenir. Elena, déjà en hypothermie, s'affaiblissait rapidement. Sa respiration devenait laborieuse, chaque pas plus précaire que le précédent.
Mais personne ne pouvait s'arrêter, car rester immobile, c'était signer son arrêt de mort. Le pire est arrivé lorsque l'un des grimpeurs, Samuel, a disparu devant moi. Il avançait quelques mètres plus loin quand le sol s'est effondré sous lui. Une crevasse invisible l'a englouti dans un cri déchirant. Nous avons tenté de le sauver, mais le vide l'avait avalé. L'écho de son cri semblait se répercuter dans mon âme. La perte de Samuel a brisé quelque chose en nous. L'un des grimpeurs, Alex, a commencé à trembler violemment. Il refusait d'avancer, répétant sans cesse qu'il voyait des ombres dans la tempête. J'ai essayé de le tirer par le bras, mais il s'est assis dans la neige, fixant un point invisible. Nous n'avons eu d'autre choix que de le laisser là, ses cris s'éteignant dans la tourmente. Peu après, Elena s'est effondrée. Elle ne pouvait plus avancer. Ses lèvres bleues murmuraient des mots incompréhensibles, ses yeux étaient vides. Nous avons dû la laisser derrière, comme un naufragé abandonné au milieu de l'océan. Chaque pas qui m'éloignait d'elle me pesait, mais je savais qu'un retour en arrière était impossible. La combinaison de l'hypoxie et de la fatigue a commencé à affecter mes pensées. Des formes indistinctes dans la neige semblaient m'observer. Des visages familiers apparaissaient puis disparaissaient dans les flocons tourbillonnants. Était-ce la montagne elle-même qui jouait avec mon esprit, ou simplement la folie qui me guettait? Le plus expérimenté d'entre nous, Paul, m'a sauvé la vie. Une paroi escarpée bloquait notre chemin. Alors que je faiblissais, incapable de continuer, il m'a tendu son piolet et m'a poussé vers le haut. Je ne m'en suis rendu compte que trop tard, son geste l'a exposé à une chute mortelle. Son cri m'a transpercé alors qu'il disparaissait dans les ténèbres. Nous avons atteint une zone pleine de fissures et de plaques de glace instables. Chaque pas était un pari, chaque saut un défi mortel. Une seule erreur, et le vide nous attendait. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater. Comme si la montagne elle-même voulait nous anéantir, la tempête a repris de plus belle. Le vent hurlait, me fouettant le visage. Ma vision se rétrécissait à quelques mètres. Je me suis agenouillé, certain que ma fin était proche, mais un instinct primal m'a poussé à continuer. Une cavité dans la glace nous a offert un abri précaire pour la nuit. Le froid était insupportable, et j'ai vu mes compagnons de fortune grelotter, à bout de force. Nous n'étions plus que 3. La faim, la peur, et l'épuisement nous transformaient en nombre d'êtres humains. Un sac contenant de la nourriture et des outils a glissé dans une crevasse alors que nous tentions de le récupérer. C'était comme si le peu d'espoir qu'il nous restait s'échappait avec lui. La pression a éclaté en une dispute silencieuse. Chacun de nous portait la responsabilité des pertes sur ses épaules, et cette tension pesait lourd. La montagne ne se contentait pas de nos corps, elle voulait nos esprits. Nous avons traversé un glacier fissuré, chaque pas produisant des craquements sinistres. La peur paralysait mes muscles, mais j'ai continué, répétant dans ma tête, un pas après l'autre. Une corde que nous avions ancrée cède sous le poids d'un compagnon. Il chute, mais par miracle, il est retenu par un nœud secondaire. Ce moment aurait pu être notre fin collective, mais la montagne semblait aimer jouer avec nos vies. Nous étions maintenant à court de vivres. Mes jambes tremblaient sous l'effet de la faim. Mon estomac était un gouffre silencieux, me rappelant à chaque instant notre mortalité. Une crevasse immense bloquait notre chemin. Nous avons improvisé un pont avec des piolets et des cordes, franchissant cet obstacle dans un silence tendu. Un de mes compagnons a succombé à l'hypothermie. Nous avons dû continuer, son corps immobile derrière nous, un rappel macabre de ce qui nous attendait si nous faiblissions. Une paroi glacée s'est effondrée sous mes pieds. Je me suis agrippé à une roche, suspendue au-dessus du vide. Le souffle coupé, j'ai trouvé la force de remonter, mais ce moment m'a laissé briser, physiquement et mentalement. Nous avons lancé un signal de détresse avec ce qui nous restait d'énergie. Mais le silence de la montagne était notre seule réponse. Un campement abandonné est apparu dans la neige, des corps gelés témoignant d'une tragédie passée. Une mise en garde sinistre de notre propre sort. L'un des survivants a choisi de tenter sa chance en solitaire. Nous l'avons vu disparaître dans le blizzard, et je savais qu'il ne reviendrait jamais. À travers le brouillard, une lumière vacillante est apparue. Peut être un camp de base. Cette vision a ravivé une étincelle de vie en nous. Une cascade de glace bloquait l'accès à cette lumière. Chaque mouvement menaçait de me faire chuter, mais je me suis battu contre mon corps épuisé. Mon dernier compagnon a choisi de rester derrière, sacrifiant sa vie pour m'offrir une chance de survie. Ce geste m'a donné la force de continuer. Juste avant de m'effondrer, j'ai entendu le vrombissement d'un hélicoptère. Une équipe de secours m'a trouvé, un miracle dans cet enfer blanc. En atteignant le camp de base, je me suis effondré, brisé mais vivant. Je n'étais plus le même. L'Everest avait pris une part de moi, mais m'avait rendu un homme marqué par la fragilité de la vie.